Bonjour, cette courte vidéo pour faire la synthèse de nos 3 dernières réunions Demain l'entreprise sur le thème de quelles évolutions produits et services post-crise Covid. Donc ces 3 réunions ont clos ce chapitre, en voici la synthèse et notre prochain thème c'est comment faire sortir les ouvriers ou les équipes de l'usine ou de l'entreprise et pourquoi. Donc, c'est quoi Demain l'entreprise? C'est un club d'entreprises en ligne de manière à pouvoir se faire du benchmark entre nous et pouvoir réfléchir justement aux enjeux de l'entreprise de demain, comment les aborder, comment les solutionner et nous enrichir de nos expériences mutuelles. Donc, sur ce point des évolutions produits et services, où en sommes-nous? Eh bien, le Covid a bousculé le monde et ça va durer. On a accéléré énormément de choses, les gens voient la consommation de manière différente, le tissu social a changé, on se dit des choses impossibles sont devenues possibles et ça s'additionne à des tendances de fond sur l'économie, beaucoup en lien avec le numérique, l'intelligence artificielle, l'ubérisation, l'économie circulaire, l'économie de l'occasion, etc. Et tous ces éléments doivent être intégrés dans notre réflexion pour l'entreprise, en tout cas si on veut faire face à nos enjeux pour demain. Et du coup, penser l'innovation, comment le démarrer? La première chose, c'est, on a souvent dit, on a toujours dit, il faut que le client soit au centre. Effectivement, c'est vrai, et c'est sans doute encore plus vrai, il faut qu'il soit plus qu'au centre, c'est-à-dire qu'il doit vraiment diffuser dans toute l'entreprise. Chacun dans l'entreprise a vraiment un rôle à la fois de représentation auprès des clients et à la fois un rôle de remontée d'informations des tendances, des besoins, des attentes. Que ce soit un chauffeur, un livreur, que ce soit le comptable, que ce soit toute personne dans l'entreprise qui est en lien avec l'extérieur, a ce rôle-là. Et il faut vraiment qu'on diffuse le client dans toute l'entreprise. D'autre part, il faut très probablement une acculturation de toute l'entreprise à un certain nombre de choses, justement, à comment la nécessité d'innover, à ce que c'est que le numérique, à ce que c'est que la résolution de problèmes, à ce que c'est éventuellement même que le design, et des entreprises comme l'IPI l'ont fait, de manière à ce que l'ensemble des forces vives puissent être proposées, être force de proposition, en fait. Donc, pensez bien sûr le produit en termes de tension qui résout pour l'utilisateur et aussi penser disruption et on verra qu'il faut faire la différence très probablement entre l'innovation de rupture de disruption et l'innovation incrémentale. Justement, être un innovateur ou fast follower, très souvent, c'est peut-être aussi intéressant d'améliorer en permanence le produit parce qu'on ne fait pas un choc pour le consommateur, mais on l'améliore en permanence, donc ça fidélise. Et on voit ici, par exemple, que les pick-up de Ford, qui sont extrêmement rustiques, se vendent à 900 000 unités, alors que la voiture électrique de Tesla se vend qu'à 76 000 exemplaires, alors qu'on en parle partout. Mais ça se vend. Donc le rustique vaut très bien aussi, et il faut vraiment faire un choix, parce que on peut choisir d'être innovateur, mais en ce cas-là, il faut vraiment toute la cohérence de l'entreprise. Il faut que le patron de l'entreprise porte ça, parce que toute l'entreprise doit porter ça, le juridique, le marketing, le commerce, la communication. L'innovation, ce n'est pas simplement un produit, c'est un changement de mentalité, un changement d'attitude, un changement pour le consommateur et pour l'entreprise. Et il faut que ça soit accompagné, et parfois il y a des risques là-dedans. Donc il faut vraiment que ça soit accompagné. Et parfois, on peut avoir intérêt plutôt à être fast follower qu'innovateur, parce que on est sur un terrain relativement sécure, mais en améliorant et en suivant très vite les choses et en les améliorant, à ce moment-là, ça peut être très puissant. Des outils de créativité, ils sont multiples, mais on va voir que au-delà des outils, c'est vraiment une démarche, si on veut penser innovation par la créativité, c'est vraiment une démarche, c'est construire une équipe cohérente avec des profils complémentaires. Ici, on a un outil Assessment Foresight qui peut permettre de construire ça. Et derrière, toute une méthodologie de créativité qui est extrêmement riche quand on l'utilise et il vaut mieux se faire accompagner par un spécialiste. Mais c'est impressionnant parce qu'à ce moment-là, on a vraiment une possibilité de rentrer dans des nouveaux domaines, dans des nouveaux territoires qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et au-delà de l'innovation que ça génère, ça permet aussi de rentrer d'autres modes de fonctionnement dans l'entreprise, en particulier dans la compréhension de ces profils complémentaires de l'entreprise.
Tout un écosystème dans l'innovation. Effectivement, il y a plein de moyens et il y a la place du directeur artistique, il y a le gros intérêt de l'impression 3D qui permet de réaliser des proofs de concept très rapides. On crée un produit qui va permettre de vérifier très rapidement si ça peut fonctionner ou pas et on va le faire évoluer. Et puis une grosse question qu'on s'est posée, est-ce que finalement, même avec tout ça, c'est suffisant? Est-ce que finalement, l'innovation ne devrait pas partir de l'extérieur, c'est-à-dire vraiment des clients? Est-ce que ça ne devrait pas être les clients et des personnes à l'extérieur de l'entreprise qui réfléchissent à l'innovation dans l'entreprise? On a enfin abordé toute la place du numérique dans l'innovation, avec un vrai mouvement de fond, puisque même Porter, qui est vraiment la référence pour l'analyse stratégique, a créé le Porter 3.0 pour pouvoir intégrer la puissance et la nécessité des objets connectés, incontournables, et aussi la nécessité absolue de penser en termes de data récoltée. C'est-à-dire l'objet qu'on propose au client a une valeur, a un service, mais surtout récolte aussi de la donnée qui, elle, va être extrêmement intéressante, soit pour apporter un service supplémentaire, soit pour avoir des informations plus globales sur lesquelles on pourra créer des produits. Le tracteur, par exemple, effectivement, il va travailler le sol, mais il donne des tas d'informations sur l'état du sol, sur l'état des cultures, sur est-ce qu'il faut mettre plus d'engrais ou moins d'engrais, sur le climat, et on peut en faire un certain nombre de choses puissantes. Donc, le centrage sur le data est vraiment important. Énormément d'innovation dans tous les sens et des pays effectivement comme la Chine qui, avec son côté communiste et dictatorial, arrive à lever des tas d'obstacles puisqu'ils ne s'interdisent rien, mais tout ce qui est reconnaissance faciale, reconnaissance vocale sont des choses qui vont venir de toute façon. Toute l'évolution, on a des schémas très souvent fermés, le nucléaire c'est dangereux, c'est probablement vrai, mais ça nous empêche aussi d'avancer sur le micronucléaire comme ça se fait au Canada ou aux US, vers la fusion, etc. Donc vraiment peut-être repenser aussi nos paradigmes pour pouvoir accompagner plutôt que s'opposer. Justement, accompagner plutôt que résister. Des tas d'exemples, des vaccins qui ont été. Le BioNTech a conçu son vaccin en un week-end via le numérique. Après, il faut un petit peu plus de temps, mais le numérique et les processus permettent de bousculer les choses de manière très rapide, et ça, c'est aussi un acquis du Covid. On peut aller beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne croyait pouvoir le faire jusqu'à présent. Un certain nombre d'exemples. Philip Morris se pose la question de comment on peut vivre sans tabac et comment ils peuvent faire vivre leur entreprise sans tabac. Donc, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est du marketing washing? Les robots de téléprésence, la reconnaissance vocale, on en a parlé. Une application, là, il y a un exemple d'application Explore qui permet de visiter un musée, mais pourquoi pas l'entreprise et faire visiter l'entreprise à ses clients, être plus friendly au niveau des clients. Tout ce qui est robotique qui devient auto-adaptable de plus en plus. Comment intégrer ça? On parle de viande imprimée en 3D, tout change, ça s'adresse à tout et le numérique va s'adresser à absolument à tout. Montre à deux capteurs qui permettent de détecter l'AVC, des localisateurs d'objets, des multicapteurs qui permettent de savoir la luminosité, le bruit. Est-ce que mon produit, par exemple, ma machine, est en train de s'abîmer parce qu'elle est en train plutôt de se rouiller, parce qu'elle n'est pas dans la bonne atmosphère ou pas? Des boutons anti-agression, plein de choses possibles. Et si on reste en veille par rapport à ça, on pourra intégrer dans nos produits des possibles qu'on n'aurait pas intégrés sinon. Des applications de réalité augmentée, ça existe pour le maquillage où on simule de mettre un type de maquillage, mais on peut simuler aussi et se voir mettre un nouveau vêtement, une nouvelle robe. On peut simuler son salon en prenant une image, une vidéo, une photo de son salon et remplacer le canapé par un autre. Donc vraiment tout un tas de choses qui peuvent augmenter la valeur du produit parce qu'on propose un service complémentaire. Le Thermomix assisté, c'est impressionnant, la rupture, alors que le Thermomix était une référence, le simple fait qu'il soit assisté le rend extrêmement intuitif parce qu'on a mis le numérique dedans. Et donc la question qu'on se pose, c'est vous, dans vos entreprises, qu'est-ce que vous pouvez intégrer comme type d'innovation via l'IoT, via le numérique, ou pas via le numérique, mais comment vraiment penser les produits davantage en fonction des nouvelles évolutions de la société, des attentes. Des échanges sur cela, les drones connectés, les machines de travaux publics qui permettent d'être
conduite à distance. L'open data, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de bases de données en accès gratuit où il y a énormément d'informations et si on s'y intéresse, on peut retrouver dans ces informations les concurrents, les clients potentiels, les permis de construire et tout ça c'est gratuit. Il suffit de savoir simplement y accéder. À l'analyse des données, l'open data, on en a parlé. Voilà. Et un grand témoignage de Jean-Françoise Aubrist dans une de ses réunions, dans cette dernière réunion, qui, bien au-delà de l'innovation numérique, parle de l'innovation parce qu'on acculture l'ensemble de l'entreprise et on a une attitude globale et une démarche intellectuelle où, grâce à des méthodologies simples et de bon sens, l'ensemble de l'entité et des ouvriers et des employés participent largement à l'innovation, c'est-à-dire c'est de eux que viennent les propositions d'innovation. Après, il faut savoir les mettre en œuvre. Des bureaux d'études en 3-8, justement parce que c'est en mettant de l'intelligence dans les produits qu'on peut vraiment avancer de manière forte. Et effectivement, des ouvriers qui sortent de l'usine, qui vont au Japon, qui vont au Mides, qui vont dans d'autres domaines. Et ça sera de manière à pouvoir intégrer des choses et voir les choses complètement différentes de ce que peuvent les voir les ingénieurs et les administratifs quand ils vont voir faire du benchmark ailleurs. Ça sera le thème de notre prochaine réunion. Et voilà, j'en ai fini pour la synthèse de celle-ci. À très bientôt.